ABK Matin, l'interview. Voilà, au bout du fil, nous recevons ce matin Clarence Yongo, elle est CEO de Griotte. Bonjour Clarence. Bonjour aux auditeurs de ABK, monsieur. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir aujourd'hui et nous abordons les questions liées à la gente féminine. Le Cameroun enregistre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois je dirais, des cas de féminicide et on a l'impression que cela n'émeut pas les autorités gouvernementales, encore plus le ministère en charge de la promotion de la femme et de la famille. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces silences ? Alors, je ne dirais pas ça dans le même sens parce que avec l'alerte qui a été tirée par Griotte, je pense qu'un certain nombre d'éléments a été tout au moins évoqué, même si il n'y a pas une synergie d'action d'après ce que nous voyons. Ce que nous pouvons quand même constater, c'est que à la différence de ce qu'on a pu regarder l'année dernière, à la différence qu'on a pu observer l'année dernière où nous faisions la même comptabilité mais mensuelle et que nous avons juste transformé en comptabilité quotidienne, il y a eu plus d'appels à la vigilance, il y a eu comment je vais dire ça, des OSC qui se sont mobilisés et puis finalement il y a eu quand même cette pression qui a été mise sur le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Après, il y a une communication gouvernementale que vous avez certainement suivie. Tout à fait. Grâce aux chiffres que nous avons répertoriés également. Mais au-delà de ça, il faudrait véritablement qu'il y ait une sensibilisation qui va permettre de prévenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la prévention, on est plutôt dans, comme disait un de mes collaborateurs, dans la comptabilité des morts. Et je veux dire que dans un système de gouvernance, comptabiliser les morts ne fait pas partie, je pense, d'une programmatique ou d'un programme politique. Donc, il est question aujourd'hui d'avoir un système de prévention afin que nous ne nous retrouvions plus dans le chaos dans lequel nous sommes en ce moment. Donc, je ne sais pas si je vais parler du silence absolu. Je pense qu'il y a eu un mutisme à un moment, mais qui s'est quand même transformé en prise de parole, même si la prise de parole n'a pas été accompagnée d'action, mais il y a quand même eu prise de parole. Donc, nous allons continuer à faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire que il faut informer à chaque fois qu'il y a un cas de féminicide, une femme qui est victime de violence et ne pas classer dans le registre des faits divers, mais le registre des droits des femmes et le registre de système de gouvernance, afin que, effectivement, les gouvernements prennent le taureau par les cornes et qu'ils fassent leur travail, tout simplement. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer, à votre avis, selon vos analyses et vos différentes enquêtes, cette recrudescence des cas de féminicide chez nous? Mais vous l'avez dit, d'abord le mutisme, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une certaine indolence au niveau de la gestion, souvent de ces cas. Vous savez qu'au départ, quand on parlait des cas de féminicide, par exemple dans les médias, on est classé dans le registre des faits divers. Comment on peut classer une question de droits de l'homme dans le registre des faits divers? C'est tout simplement incompréhensible. Donc il faut déjà que les hommes de médias s'approprient des termes exacts, des éléments de langage qui vont permettre de sensibiliser et d'informer notamment. Et donc derrière ça, il y a le fait que les auteurs de ces violences-là, souvent, sont peut-être présentés de plus en plus dans les médias parce qu'on a dénoncé le silence derrière la répression. Et donc, je pense que de plus en plus, ce silence derrière la répression est amenuisé. Mais il y a aussi que on ne fait pas savoir au-delà de ces personnes qui sont de plus en plus interpellées. Ça, il faut saluer cette action-là. De plus en plus interpellées, on ne sait pas ce qu'il advient par la suite. Donc, quand on ne sait pas, quand il n'y a pas de follow-up, quand il n'y a pas de suivi, quand il n'y a pas d'information, on a l'impression qu'il n'y a pas d'action. Et donc, il faut qu'il y ait ce suivi en termes de personnes autrices de crimes et que on se dit, voilà ce qu'il est advenu de cette personne-là finalement. Voilà ce qui est advenu de la famille de la victime. Et puis, au-delà de tout, qu'il y ait ce système de prévention dont nous parlons.
Aujourd'hui, donc, les femmes qui sont les plus victimes devraient sans doute adopter des comportements qui les mettent à l'abri finalement de ces bourreaux qui leur soit ôtent la vie, soit les font vivre des moments assez douloureux à travers la violence. Qu'est-ce que les femmes peuvent elles-mêmes faire pour protéger leur vie? Je vais d'abord commencer par la loi cadre dont la ministre a parlé récemment. Elle a évoqué le 15 mai notamment à l'occasion de la journée internationale de la famille. Il faut déjà qu'en amont, qu'il y ait une loi cadre pour permettre justement que lorsqu'une personne est victime de violence, qu'elle puisse signaler et qu'elle puisse être suivie. S'il n'y a pas ce processus-là, tout ce que nous disons ne sert à rien. Parce que les femmes victimes de violences, souvent, c'est des personnes nantis ou pas. Maintenant, prenons des personnes qui n'ont pas de moyens. C'est des femmes qui sont souvent dans l'indigence et qui ne savent pas à quel sens se vouer, donc ne savent pas où aller dans les cas de souffrance. Utilisons les mots les plus douloureux. Dans les cas de souffrance, elles ne savent pas où aller. Moi, j'ai reçu une dame l'année dernière qui, ma foi, c'était une femme qui était tellement amaigrie par les souffrances qu'elle vivait dans son foyer. Pourtant, c'était une femme qui avait quand même un petit boulot, mais qui était battue quotidiennement par son époux. Elle ne savait pas où aller. Elle voulait bien retirer ses enfants de cet enfer-là, etc. Mais son bourreau en face est plus fort. Même quand on va se plaindre de ce type de cas dans les commissariats, puisque de plus en plus, il y a des services sociaux, et ça aussi, les femmes ne le savent pas souvent. Si vous êtes victime de violence, rendez-vous dans un commissariat dans lequel il y a un service social. Allez vous plaindre, madame, parce que vous n'avez pas souvent cette information. Si vous vous plaignez auprès du service social et que ce service social-là ne suit pas votre situation, sachez que vous pouvez aller au N+1. N+1, ça veut dire que vous pouvez vous plaindre à la personne au-dessus de la personne à laquelle vous vous êtes plainte. Donc, c'est la première des choses. Donc, s'il y a une loi cadre et qu'il y a un suivi des personnes victimes des violences, on va amenuiser la situation. Maintenant, derrière ça, qu'est-ce que les femmes doivent faire? Les femmes doivent savoir qu'à la première gifle, il faut déjà commencer à s'interroger. Et certains disent, dans les cas extrêmes, il faut partir. Moi, je ne dirais pas il faut partir absolument à la première gifle, mais à la première gifle, il faut commencer à s'interroger. Il faut commencer à poser les bonnes questions et prendre le temps de discuter avec votre compagnon, lui dire la première gifle, c'était la dernière gifle. Et derrière ça, comme le préconisait Dr Eyoum, qui est psychiatre qu'on connaît très bien, qui est médecin psychiatre, qui est très bien connu à travers le Cameroun et même au-delà, c'est de dire que si vous savez que vous avez un époux violent et que vous êtes encore dans votre domicile, lorsqu'il commence à hausser le ton, trouvez le moyen de vous cacher. On ne peut pas utiliser un autre terme plus brutal que celui-là. Trouvez le moyen de vous cacher, d'être dans un endroit où il ne peut pas facilement vous atteindre. Et puis derrière ça, parler. Parce que c'est le mutisme qui entraîne les dégâts qu'on observe. Nous, on a eu cette année un cas d'une femme qui était souvent violentée par son époux. Et la dernière, j'ai voulu dire altercation, mais c'est pas une altercation. Mais la dernière fois où elle a été frappée par son époux, elle est rentrée à la maison et elle est décédée. Elle est rentrée à la maison. Elle a, comment je dis, quand je dis rentrer à la maison, c'est qu'elle est partie chez ses parents à l'ouest du Cameroun et elle est décédée chez ses parents. Et vous savez que nous sommes dans des sociétés où on ne parle pas de ce type de situation parce que ça va faire honte à la famille. Malheureusement, on est dans ce type de société-là. Et donc, on a su qu'elle était victime de violence seulement à la veille de sa mort. Parce que c'est à la veille de sa mort qu'elle a été transportée à l'hôpital et elle a avoué qu'elle a été frappée une fois de plus par son époux. Donc, c'est de dire que vous devez briser le silence parce que briser le silence permet que quelqu'un sache quelle est la situation dans laquelle vous êtes et puisse vous apporter de l'aide. Et puis, en dernier ressort, vous êtes victime de violence, vous avez parlé à vos proches, vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, vraiment déposer une plainte. Il faut donc vous plaindre, les dames. Pour sortir, Clarence Yongo, vous êtes CEO de Griot. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps d'associer les hommes à cette sensibilisation en leur apportant peut-être l'éducation qu'ils n'ont pas, qui peut les amener à désormais comprendre la femme, en faire une alliée plutôt que d'en faire un tambour, d'en faire un objet sur lequel ils déversent toute leur frustration et tout le stress? Est-ce qu'il ne faudrait pas également les éduquer, ces hommes-là?
Utiliser le mot éduquer, je ne suis pas d'accord parce qu'on ressasse absolument ce que l'Occident nous donne. Moi, je ressasse jamais ce que je reçois de l'Occident. Vous devez savoir que nous sommes dans une société matrilinéaire à la base. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une société patriarcale au sens strict du terme. Il faut que ce soit clair. Ceci étant dit, dans nos sociétés traditionnelles, comment est-ce que les personnes étaient éduquées? Quand on aura compris ça et qu'on reviendra à la source, les choses vont être différentes. Sachez que le patriarcat est venu avec la société moderne. Quand on a compris ça, on comprend on doit revenir aux fondamentaux. Moi, j'ai un livre ici qui a été écrit par les matriarches, parmi lesquels la maman de Suzanne Kalalobe. Elle a un article dans ce livre-là qui date de... Attendez, je vais regarder parce que vous avez la chance que je sois encore à la maison. Voilà. J'ai un livre prenez votre temps. Société africaine de culture. Attendez, je vais regarder la date. Allez-y, Clarence. L'organisation de la femme dans la tradition africaine. Et ce livre date de 1972. Et dans ce livre-là, justement, le patriarcat tel qu'on l'évoque, c'est pas ce que je lis dans tous les articles qui sont énumérés ici. C'est pas du tout ce que je lis. C'est-à-dire que j'ai un article ici qui s'intitule « Le mythe de l'infériorité de la femme africaine ». Ça veut dire que c'est une femme qui s'appelle Thelma Awori qui a rédigé cet article pour dire que la femme africaine à la base n'est pas inférieure dans la société dans laquelle elle est née et dans laquelle elle a grandi. C'est la société moderne qui nous a apporté ça. C'est le colon qui nous a apporté ça. Donc, si on retourne aux fondamentaux, on va se rendre compte que, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui ne nous appartient pas. Donc, dès qu'on aura changé de langage, dès qu'on aura changé d'éléments de langage, dès qu'on sera revenu aux fondamentaux, on ne va pas parler d'éducation, mais on va parler de retour aux sources. C'est avec ce mot de fin que nous allons conclure cet entretien. Merci Clarence Yongo. Vous êtes CEO de Griot et vous avez bien voulu répondre à nos questions sur ABK Radio concernant les multiples féminicides enregistrés au Cameroun. Merci. Et vous en prie, bonne journée. Merci, meilleure à vous.